Ça fait à peine 4 ans que tu as appris le diagnostic du cancer et à travers ça, tu as lancé un livre. Fait que, je veux dire, tu as fait des sacrifices à travers ça aussi. Lorsqu'on m'a annoncé ce diagnostic-là, que j'allais perdre mes cheveux, que j'allais être malade, que j'allais pas me sentir bien, je ne voulais pas survivre. Là. Moi, je voulais vivre. Sophie Race, merci tellement d'avoir accepté cette invitation-là. Ben, c'est à toi. Merci. J'ai découvert à la Fondation Garde tes cheveux, au dernier événement, j'ai découvert une femme d'une énergie exceptionnelle, mais surtout d'une très grande curiosité. On en parlait juste avant, je pense que c'est la définition de Sophie, la curiosité, parce qu'on dirait que tu as des études, des doctorats et des maîtrises dans plein de sujets différents. Puis je répète tout le temps qu'un entrepreneur, ça entreprend. Clairement, tu as compris le projet. Oui. Alors, pour les gens qui ne te connaissent pas, qui es-tu, que fais-tu? Moi, je suis une humaine, avant tout. J'aime ça me définir comme une humaine. Je trouve que ça met bien la table. Je suis une grande curieuse, tu l'as nommé. À la base, moi, j'ai 20 ans de direction de marque, alliance stratégique, fait que je suis une fille de com, en fait. J'ai fait de la communication pendant des années dans des grandes entreprises, en agence de publicité au début des années 2000, quand c'était bien à la mode de travailler dans des agences de pub. Et pendant 6 ans, en fait, j'ai décidé de penser différemment, puis j'ai lancé La Ruche, qui est une plateforme de financement participatif aussi au Québec. Donc, j'ai tenté aussi l'entrepreneuriat social. J'ai fait ça à partir de 2016. Puis après ça, ben, la vie m'a amené à plein d'affaires, que je mélange tous ces beaux apprentissages-là au bénéfice, en fait, de ma propre vie et celle des autres. Oui, puis je trouve ça super intéressant parce que, tu sais, moi, des fois, je regarde des entrepreneurs qui ont, tu sais, ils ont une niche, ils font toujours la même chose, ils sont restés dans le même sujet toute leur vie, puis je suis comme, wow, je sais pas comment ils font, j'imagine qu'on a un fonctionnement différent, mais tu sais, moi aussi, je suis une grande curieuse, il y a plein de choses qui me passionnent, fait que je trouve ça intéressant d'apprendre à te connaître de plus en plus. On va commencer avec ton parcours. T'es une maman, t'es une humaine, t'es une maman, t'es une entrepreneur. Fait que comment est-ce que tout ça a commencé après ton expérience en com? Ben, en fait, en 2016, je me suis posé une grande question. Puis la question, là, elle se limite à 3 lettres en anglais et c'est « why » ou « pourquoi ». En fait, pourquoi? Moi, j'ai commencé à travailler super jeune. Hein? Mes 2 parents sont portugais, donc ils sont arrivés ici, une grande première génération. Disons que j'ai pas eu le luxe là, d'arriver puis de pouvoir nécessairement réaliser tous mes grands rêves et espoirs de grandeur très jeune. Ouais. Mais je savais en fait que si je voulais me rendre là où je voulais, il fallait que je travaille très, très fort. Donc, j'ai commencé à travailler vraiment très, très fort, très, très jeune. Donc, 14 ans, c'était moi la mascotte sur le bord de la 132, là, habillée en grosse pinotte sur le bord de l'autoroute. Je veux dire, j'ai tout fait. Je gérais une boutique de 42 employés à 17 ans quand j'avais même pas l'âge d'aller à la SAQ. Tu sais, pas à la SAQ, la SAQ. Pas la même affaire. Prendre une bouteille de vin. Je veux dire, j'ai toujours été justement cette espèce de fille hyper travaillante. Ce qui a eu des beaux avantages parce que ça m'a mené à des postes de direction super jeunes. Donc, j'ai pu justement accomplir ces rêves, disons, professionnels très, 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 très jeunes. Mais en 2016, je me suis posé justement cette grande question qui était le « pourquoi ». Pourquoi je suis dans ces programmes de haute performance? Pourquoi je travaille si fort dans des grandes entreprises? Puis je me disais, est-ce que ces qualités-là, ces apprentissages-là peuvent être transférés dans d'autres domaines, hein, qui peuvent peut-être me servir à être plus heureuse aussi, plus équilibrée, mais aussi avoir un impact, générer un impact dans mon monde, oui, mais dans le monde. Absolument. Hein? Donc, et j'ai envoyé ça dans l'univers, comme on dit. Puis j'étais en congé de maternité aussi en 2016. Puis j'avais aussi l'idée de lancer mon projet de guide de référence pour parents voyageurs et tout ça. Puis je me suis dit, j'ai-tu envie de retourner de mon congé de maternité dans cette grande entreprise-là? Puis c'était bien, hein? Tu sais, j'avais une super belle équipe. C'était vraiment, on avait le vent dans les voiles. C'est pas que j'étais dans une mauvaise posture nécessairement. J'étais entourée de personnes extraordinaires, mais j'avais vraiment ce besoin-là. Oui. Puis j'ai fait beaucoup de thérapie, puis ça, j'aime ça en parler. J'ai fait beaucoup de croissance personnelle pour aussi être en mesure de trouver cette espèce de ikigai, tu sais, de sens, de X et tout ça. Puis bref, ce cocktail envoyé dans l'univers a été entendu et il y avait Jean-Sébastien Noël, qui est un entrepreneur de Québec, qui avait l'intention, en fait, de faire des petits. Parce que lui avait déjà fondé La Ruche en 2013 et il cherchait quelqu'un pour implanter le modèle à Montréal et éventuellement un peu partout à travers le Québec pour en faire. Tu sais, lui, son rêve, là, son grand rêve, c'était d'en faire un outil de développement économique au service des Québécois, en fait, qu'on pouvait s'approprier pour être en mesure de réaliser nos idées autrement. Et moi, ça, là,
ça m'allumait solidement. Et c'est là où j'ai pris justement cette décision-là en 2016, le 1er juin, d'aller le joindre dans cette grande aventure-là. Puis au début, on était 3 avec Caroline, que j'adore, Caroline Sinette, où le bureau chef de La Ruche était dans ma cuisine, où tout le monde avait les clés de chez nous, où est-ce que c'est des gens de Québec, fait que des fois, j'arrivais puis ça faisait une sieste dans mon lit. Je l'ai vécu, cet entrepreneuriat-là, qui était comme magique en même temps. Quand je regarde ça, qui est aussi drôle puis magique en même temps. Puis maintenant, La Ruche, ben, c'est un super beau succès québécois. Je veux dire, c'est dans toutes les régions du Québec. On a des jardins. Je dis, je suis plus là du tout, mais c'est un vieux réflexe, là. Ils ont des jardins comme partenaires qui est extraordinaire, puis plein d'autres, puis plein de programmes de soutien financier. Puis ça, c'est une belle fierté. Oui, vraiment. Puis c'est un très beau programme. En plus, j'ai plusieurs amis qui ont fait affaire avec eux. Fait que c'est magnifique de pouvoir grandir ensemble pour un projet. Puis là, il y a eu La Ruche et ensuite, tu as commencé ton guide parce que tu avais déjà commencé à voyager. J'ai entendu dans un podcast que ta map monde est dans ta tête depuis que tu as 4 ans. Mais oui, en fait, depuis que je suis vraiment toute petite, mes parents m'ont fait le plus beau cadeau du monde. C'était une belle map monde. Okay? Ben, belle, elle était pas si belle que ça, là, mais c'était une map monde qu'on accrochait sur le mur. Vraiment, pas celle qu'on a une application pour ça, là. Vraiment, une vraie map monde, là. Et accessoirement, c'était dans le sous-sol de mes parents à Brossard, sur la Rive-Sud de Montréal, OK? Et on avait des téléphones filaires à l'époque. Hein? À la fin des années 80, début 90, c'était comme ça. Et ces téléphones-là filaires, il y avait comme un rayon qu'on ne pouvait pas dépasser, hein, quand même. Et moi, j'étais enfermée dans cette pièce-là, devant cette map monde-là. Donc, je passais des heures à la regarder. Puis, je me suis dit, ben justement, j'ai envie d'aller partout, dans toutes les petites rivières, toutes les petites capitales que je vois. Puis c'est ça qui a aussi piqué ma curiosité du voyage. Puis ça fait aussi le pont avec ce que je te disais en entrée de jeu. Je savais que si je voulais aller faire le tour du monde, ben, il fallait que je travaille très, très fort parce que j'allais pas recevoir un billet d'avion en cadeau, là. Mes parents allaient pas m'amener en vacances à Paris, là. C'était pas ça du tout. On n'avait pas ces moyens-là. Puis lorsqu'on les avait, c'était pour aller voir la famille au Portugal ou, comme tout Québécois, aller passer 4 jours à Old Orchard. OK? C'était vraiment nos 2 options qu'on a eues pendant toute ma jeunesse. Et puis mes parents, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu de façon extraordinaire pour qu'on puisse se le permettre. Puis ce qui était le plus important, on va se le dire, c'était aussi d'aller reconnecter avec la famille au Portugal. Fait que je veux dire, j'aurais fait exactement la même chose, tu sais, c'est sûr. Mais en tout cas, tout ça pour dire, cette passion du voyage-là est arrivée, en effet, extrêmement jeune. Puis je me suis donné les moyens, justement, par mes efforts d'y arriver. Mais en même temps, quand je tombais enceinte de ma fille en 2012, là, les gens m'ont regardé en disant « Oh my God, ta vie est tellement finie. Une chance que tu as été à tel endroit parce que tu ne pourras plus jamais y aller. » tu sais. Puis moi, je me dis « Mais attends, ça se peut pas. Si les gens disent des choses comme ça, c'est parce que, premièrement, il y a un manque de connaissances, là. Parce qu'il y a des enfants partout à travers le monde, ils mangent, ils dorment, ils vivent là. Hein? Oui, on va se le dire, OK? Puis, parce que je me faisais dire, hey, tu vas mettre la vie de ton enfant en danger. Puis, je me faisais dire des affaires complètement ridicules. Puis aussi le fait que, vu que j'avais des gros postes, surtout qu'à l'époque, le télétravail, c'était pas du tout coutume. Hein? Puis c'était vraiment pas ça. Donc, moi, je pouvais pas partir plus que 2 semaines dans la vraie vie, là. Tu sais, dans ma vie, là, c'était 2 semaines ma fenêtre, puis 3 semaines peut-être des fois avec les congés des fêtes. Donc, moi, mon plus grand rêve, c'était de partir 2 mois en Asie. Tu sais, avec des dreads là, dans les cheveux, que les gens te posent une question, tu sais, tu s'en vas où? Puis tu réponds, je le sais pas. Tu reviens quand? Je le sais pas. Pour moi, c'était comme l'inatteignable concept et tout ça. Puis je me suis dit, mais pourquoi ne pas profiter de mon congé d'maternité pour réaliser ces rêves de voyage-là? Donc, en 2012, justement, je suis partie avec ma fille et mon conjoint faire le tour du monde. Donc, on a passé 2 mois en Asie, en Europe, on a été partout. Et fort, en fait, de cette expérience-là. Puis en 2012, le voyage en famille n'était pas du tout ce que c'est maintenant. Puis j'ose penser que j'ai un petit peu à voir là-dedans, en toute humilité. Je l'espère. Bref, cela dit, je suis revenue au bureau. Hein? Parce qu'en 2012, c'est ça, il fallait retravailler, puis j'en voulais un autre. Donc, je suis retombée aussi enceinte, c'est ça, en 2016. Donc, cette année de congé de maternité de mon fils. Puis au retour, en fait, au même temps que je me suis posé la question, justement, mon pourquoi de ce monde pour faire un changement drastique, ben j'avais envie de créer quelque chose qui pourrait servir justement à outiller des parents à ce qu'ils poursuivent leur rêve de voyage. Parce que le problème était le manque d'informations validées. Oui. OK. Recherché, puis fiable. Parce que c'était à l'époque des blogs.
Puis là, je le dis un peu à la blague, là, les blogs. Ben les blogs, c'était souvent n'importe qui s'improvisait dans les blogs. Oui. Et moi, ben j'avais justement cette rigueur professionnelle où est-ce que moi, ça faisait déjà pas loin de 15 ans que je faisais des plans exécutifs. Là. J'avais pas de temps à perdre. Je voulais aller tout droit à l'essentiel. Puis je voulais de l'information qui était validée. Je voulais vraiment que ce soit clair. Puis ça, je trouvais pas cette information-là. Donc, je l'ai créée. Donc, en 2016, il y a eu le nouveau site de référence pour parents voyageurs qui est né, qui à l'époque a fait comme un beau succès. Puis après ça, en 2018, ça en est suivi le guide des parents voyageurs. Oui! Donc, le guide des parents voyageurs, la première édition est sortie en 2018. Puis rapidement, c'est devenu un succès, je dirais, dans la francophonie au complet et qui a perduré dans le temps. Puis c'est ça qui est beau aussi, c'est que c'est toujours, en fait, à ce jour, en 2024, l'outil en français en fait, de référence pour parents voyageurs le plus vendu dans la francophonie. Et ça, je trouve ça magnifique. Et c'est pourquoi on l'a réédité. Donc, au mois de mars 2024, le livre a été réédité. Donc, même contenu là, que les gens adorent, mais vraiment tout revu au grand complet. Puis forcément, mon histoire de vie aussi a augmenté. Donc, l'introduction est plus longue. Le contenu est plus... il est mis à jour, mais il est bonifié. Puis, en plus, il y a une version audio avec ma voix. Oh, ça doit être mais tellement intéressant. Je vous raconte une histoire, puis je vous invite à aller jouer dehors, dans le fond, aussi, parce que comme ça, on peut le mettre dans les oreilles en pouvant se promener en poussette, en s'entraînant et tout ça. Donc, c'est juste encore plus accessible. Oui, et dans l'avion vers le prochain voyage aussi. Oui, on peut télécharger des livres audio. Puis là, écoute, je suis la première humaine qui touche physiquement à cette nouvelle édition. Exactement, parce que là, on enregistre présentement une semaine avant le lancement officiel et je t'ai offert en cadeau cette édition-là qui est toute droit. Tu sais, quand on dit tout droit sorti du four. Ouais. Donc, tu es la première humaine qui touche, à part moi-même et mes enfants. Très, très heureuse de ça. Puis je trouve ça le fun que tu fasses ça parce que, personnellement, j'ai pas d'enfants. Mais il reste que c'est vrai que les gens disent ça. Tu sais, ça n'a pas de bon sens de partir avec tes enfants, tu les mets en danger. Puis là, pendant ce temps-là, ils sont pas à l'école ou des trucs comme ça. Puis il reste que, tu sais, souvent, c'est OK, c'est quoi le resort où est-ce que je peux rester sur place, qu'il y a des glissados puis que mes enfants vont être corrects. Exact. Mais de voyager avec ses enfants, est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est les Québécois qui font pas ça? Bien, les Québécois le font de plus en plus, mais à l'époque, sérieusement, on avait un très grand retard. Moi, quand j'allais en Asie, en Afrique, même en Amérique du Sud, puis là, je vous parle pas d'un tout inclus à Cuba, là. Quand on sort de là, on voyait beaucoup de familles européennes, même des familles latines, mais on voyait pas de Québécois. Absolument pas. Puis c'est de là aussi cette motivation, parce que moi, je me fous complètement d'être spécialiste en poussette. Hein. C'est pas ça mon intérêt. Hein. Mais je le sais que si le parent, en fait, se sent en confiance parce qu'il a choisi la parfaite poussette pour voyager, ça va l'outiller puis ça va le motiver encore plus à aller réaliser ses rêves de voyage. Puis moi, ça me dérange pas. Là. En fait, mon objectif, c'est pas qu'il aille en vacances. C'est moi, ma philosophie derrière et ce qui m'anime chaque matin derrière ce projet-là de Bébé Jetlag, qui est le site de référence pour parents voyageurs ou le livre Le guide des parents voyageurs, c'est parce que je crois profondément que plus qu'on voyage, plus qu'on connaît. Puis plus qu'on connaît, moins on a peur. Et moins on a peur, plus on est ouvert. Tellement. Puis plus qu'on est ouvert, plus qu'on va vers l'autre. Puis plus qu'on va vers l'autre, plus qu'on crée des ponts. Puis plus qu'on crée des ponts, plus qu'il y a de bonheur dans le monde. Tellement. Fait que moi, j'ai l'impression, en fait, avec ce projet-là, en fait, mon intention, puis je sais pas du tout où ça va aller, mais en tout cas, du moins, on est plus de 33 000 personnes sur le groupe de référence pour parents voyageurs, pour les lecteurs du livre et tout ça. Fait que je vois qu'il y a un engouement, mais je souhaite forcément que cette mission-là d'ouverture sur le monde ne soit pas oubliée lorsqu'on se questionne justement sur des technicalités comme des contraintes de liquide ou qu'on s'obstine sur des affaires de même. C'est un projet qui est plus grand que ça. La philosophie qui est derrière est plus grande que ça. Et c'est pour ça que je m'engage, en fait, là-dedans depuis presque 10 ans. Mais c'est honorable parce qu'effectivement, tu sais, souvent, les gens, c'est comme c'est juste un voyage pour aller se reposer, mais je suis comme, mais c'est fou à quel point, à chaque fois que je voyage, puis je voyage beaucoup, puis je suis comme, mais à quel point les gens se rendent pas compte de tout ce qu'il y a autre que notre petit Québec ou notre petite ville. Tu sais, c'est hallucinant, les autres cultures, tout ce qu'on peut comprendre, tout ce qu'on peut apprendre à propos de nous, à propos des autres. Puis effectivement, je crois sincèrement que ça augmente le bonheur d'éliminer des peurs, puis d'affronter des peurs, puis d'aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs aussi. Puis tu sais, philosophiquement, en fait, je veux dire, c'est intéressant même juste de réfléchir. Lorsqu'on est enfant, là, c'est quoi notre monde? C'est notre maison, ta cour arrière.
Après ça, tu vas à l'école primaire, fait que ton quartier devient ton terrain de jeu. Après ça, tu vas à l'école secondaire, ben là, ça devient ta ville ou des fois certaines régions parce qu'il y a des écoles qui regroupent plus qu'une ville. Après ça, si tu vas à l'université ou si tu déménages, ben là, ton rayon augmente. Puis là, quand tu voyages, ben tu te rends compte que le terrain de jeu, c'est ton monde puis qu'il y a diverses façons, en fait, de vivre sa vie. Qu'il y a plus d'une façon d'arriver à ses fins. En tout cas, moi, c'est des apprentissages comme ça qui sont devenus des cadeaux puis qui, ultimement, en fait, me servent pour être une meilleure voisine, une meilleure humaine, une meilleure maman, une meilleure collègue à tous les jours. Tellement. Tellement. Ouais. Puis c'est quand même, c'est fou. Parents voyageurs, je ne l'ai pas lu, mais j'ai commencé à lire Un cancer en cadeau, qu'on va parler tout de suite après. Mais tu sais, t'écris pas des livres sur juste ton histoire et tout ça, ce qui serait très correct aussi. Non. Mais c'est fou, toute l'information pertinente, comme on disait avant d'entrer en onde, on dirait que t'as des maîtrises dans tous les sujets. Moi, ça me fait faire des faux doctorats. Oui, c'est ça. Mais c'est d'où vient cette curiosité-là de mettre la bonne poussette avec comment ça fonctionne les liquides, avec quel genre de destination et tout ça, puis comment, tu sais, parce que là, il y a le cancer, il y a l'oncologie, il y a le... Puis écoute, tu parles de mindset, tu parles de spiritualité, tu parles de Reiki, tu parles de tout là-dedans, là, tu sais, fait que... Mais d'où vient, oui, c'est ça, mais d'où vient cette curiosité-là? Ben, en fait, cette curiosité-là, c'est le plus beau cadeau que mes parents m'ont donné, cette conscience d'un ailleurs, puis d'aller voir plus loin. Ça, c'est vraiment, c'est de là ça vient. Moi, ça m'a nourri, tu sais, c'est cette curiosité-là qui m'a nourri à aller faire le tour du monde. C'est cette curiosité-là et ce non. Moi, j'ai jamais eu de barrière, en fait. C'est pour ça que j'ai atteint des postes, en fait, d'exécutif très jeune aussi, parce que j'ai toujours eu cette espèce de drive-là qui, je sais, puis je reconnais, n'est pas donné à tous. J'ai cette énergie-là aussi, puis j'ai pas peur de demander, entre autres, puis j'ai pas peur d'aller cogner aux portes, en fait. Et j'ai un bon réseau que j'ai entretenu aussi depuis toutes ces années-là, parce qu'un réseau, ça arrive pas comme ça non plus. Non. Fait que des fois, je me dis, c'est bien une folle qui est capable de faire, justement, ces deux ouvrages-là, en fait, puis d'aller chercher toute cette information-là, ben c'est moi. Puis, il y a aussi une trame, en fait, parce que ce qui m'a mené à ces deux livres-là, c'est mon histoire de vie aussi. Fait que moi, j'ai vraiment l'impression que parce que je veux dire, là, ça fait 2 fois que je refais la même affaire, là. Donc, là, je me dis, il y a peut-être quelque chose à en tirer, un fil de conducteur, là. Donc, c'est beaucoup, je vis, hein, je le vis, là. Après ça, j'apprends de ce que j'ai vécu. Je comprends, parce que tu peux apprendre sans comprendre. Oui. Hein? Et ça revient. Et ça revient, exact. Donc, apprendre, comprendre. Puis après ça, en fait, je me pose toujours la question, en fait, quelles sont les meilleures ressources pour qu'ils puissent pour m'aider? Je cogne aux portes, je vais tout droit à l'essentiel, je vais faire une espèce de... C'est là où j'embarque mon doctorat honorifique en toutes sortes d'affaires, OK? Donc, je rassemble justement toutes ces informations-là. J'écoute, parce que dans les 2 cas, j'ai passé 2 ans à suivre tous les groupes de discussion possibles, donc pour mapper, pour répertorier toutes les questions que les gens se posent, OK? Donc, j'écoute, je note, j'ai une rigueur aussi incroyable, là. J'ai vraiment une rigueur, là. Je suis pas tuable, en fait. Donc, je vais vraiment, c'est ça, je vais vraiment fouiller. Et après ça, j'ai une bonne faculté de tout consolider, puis après ça, de transmettre. Donc, c'est vivre, apprendre, comprendre, consolider, transmettre. C'est vraiment ça le fil qui rassemble ces 2 livres-là. Puis Un cancer en cadeau, c'est la même chose qu'un Le guide des parents voyageurs. Et là, tu vas me dire, mais attends, c'est complètement un sujet complètement différent, tu sais. Mais Un cancer en cadeau, en fait, ça a parti de la même chose. Au même titre que les gens m'ont dit, ben, attends, t'es folle de mettre la vie de ton enfant en danger parce que tu vas vouloir continuer tes rêves de voyage avec elle, plutôt. Ben, même chose, en fait, pour Un cancer en cadeau. C'est lorsque je suis partie du cabinet du médecin le 4 décembre 2020, lorsque j'ai reçu un diagnostic de cancer du sein qui était découvert de façon fortuite, sans aucun antécédent familial, parce que souvent, on va dire « Ah, ta mère en a-tu eu un? Ta tante en a-tu un? » Moi, j'avais absolument rien dans ma famille. Okay. J'avais pas de boss palpable. J'avais rien, en fait, qui pouvait me laisser présager que j'avais quelque chose. Et lorsque je suis sortie du cabinet du médecin à 38 ans, je suis repartie bredouille, avec quelques petits dépliants sous le bras. Comment annoncer un cancer à ses enfants? Donc, à la même chose, je me suis dit, je suis arrivée au constat où il n'y a pas cet outil-là.
Puis dans la vie, en fait, on a toujours, tu sais, 2 choix. C'est soit que tu chiales, que tu dis, ben, on n'a pas d'outils, ou que tu le crées. Oui. That's it. Fait que dans les 2 cas, j'ai décidé de créer cet outil-là. Ben bravo de l'avoir fait. Ben oui, quand même, je suis assez contente. Absolument. Je dois avouer que ça demande beaucoup d'énergie. J'imagine. Et beaucoup de sacrifices. Puis les gens savent pas, en fait, tout le travail qui est derrière un ouvrage comme ça. Mm-hmm. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Ouais. Puis quel sacrifice t'as dû faire parce qu'il reste que t'as écrit ça et ça fait à peine 4 ans que t'as appris le diagnostic du cancer. Fait que je veux dire, il y a eu la chirurgie, il y a eu la rémission, tout ça. Et à travers ça, tu as lancé un livre. Fait que, je veux dire, tu as fait des sacrifices à travers ça aussi. Bien, le plus gros sacrifice, en fait, je me suis pas mal oubliée là-dedans. Puis j'ai fait du gros sacrifice de sommeil. Puis des fois, je me trouvais très imposteur. J'écrivais un chapitre sur l'importance du dodo à 1h du matin. Je veux dire, ça fait pas de sens nécessairement, tu sais. Puis des fois, je me dis, avec du recul, je regrette absolument pas de l'avoir écrit parce qu'au contraire, c'est une de mes plus grandes fiertés. Puis à tous les jours, même si ça fait 1 an qu'il est lancé, je reçois des mots de lecteurs plein d'amour. Ça n'a pas de prix. Puis une autre grande fierté, c'est que les hôpitaux achètent le livre. Wow. Donc, pour former leur personnel, je vais donner des conférences dans les milieux hospitaliers à leur demande, au CHUM, au CUSUM, donc des grandes institutions. Je trouve ça beau. Ben oui. Sauf qu'en même temps, j'aurais pu aussi décider de rester chez nous puis de profiter de la vie avec mes enfants et tout ça, tu sais. Ouais. Parce que oui, au mois de décembre, justement, j'ai eu ce diagnostic-là que j'ai gardé secret pendant 11 mois. Pas parce que j'étais gênée de ça, là. Mais moi, j'avais assez de mes peurs que j'en avais pas besoin de celles des autres. Hein? Puis ça, c'est important d'aussi que les gens aient cette espèce de conscience qu'on a le droit, en fait, de dire et de ne pas dire ce qu'on veut aussi. Puis moi, j'ai quand même ce volet-là public avec Bébé Jetlag, avec tout mon réseau. Puis j'avais pas envie d'en parler. Puis c'était en pandémie aussi, hein? Parce qu'on était dans le pic de la pandémie. Donc, c'est sûr qu'il y avait moins de contacts humains. J'avais pas besoin de me justifier de ne pas aller à tel événement. Lorsque j'ouvrais la caméra sur Teams ou sur Zoom, ben là, on me voyait. Fait que ça paraissait pas tant que ça. J'avais plus le contrôle de mon agenda et tout ça. Mais moi, je l'ai gardé secret justement pendant 11 mois. Puis pendant 11 mois, ben, j'ai cumulé une tonne d'informations parce que pour moi, je pouvais pas juste être devant la fatalité lorsqu'on m'a annoncé ce diagnostic-là que j'allais perdre mes cheveux, que j'allais être malade, que j'allais pas me sentir bien. Mais je me suis dit, mais s'il y a des solutions ailleurs dans le monde, et là, je reviens à notre discussion de premier livre, ben, je vais aller les trouver. Donc, moi, j'ai fait justement ce doctorat accéléré en oncologie, pas pour les gens à la maison, là. Je l'ai fait pour moi. Oui. Mais je me dis, tant qu'à l'avoir fait pour moi, je peux pas garder cette information-là. Puis je me suis donné comme défi, justement, d'aller chercher aussi les meilleurs. Parce que quand on a un diagnostic comme ça, c'est fou pareil, mais on n'a pas le temps avec nos cliniciens. Pas parce qu'ils veulent pas, ils sont surmenés. Ils sont eux-mêmes épuisés, eux-mêmes sont dans des conditions incroyables. Donc, moi, j'ai été chanceuse, j'ai eu mon diagnostic comme en 1 demi-heure. Il y a des gens qui l'ont au téléphone, il y en a qui... Puis c'est impossible que moi, je veux dire, je passe 3-4 heures avec je pense à Dr Zaki Elafaz, qui est le chef généticien du CHUM, qui m'explique pendant 3-4 heures la génétique, comment ça fonctionne. Puis là, moi, je vulgarise ça dans un chapitre pour que les gens puissent comprendre la génétique, parce que ça fait partie d'un parcours de soins d'arriver en génétique éventuellement. Mais jamais les gens ont la chance de s'asseoir avec les généticiens, entre autres. Puis je nomme ça, mais ça peut être aussi la chimiothérapie. Combien de gens vont faire de la chimiothérapie sans savoir qu'est-ce que c'est la chimiothérapie? Même chose, la radiothérapie. Quand on commence la radio, on n'a aucune idée, en fait, de comment ça va se passer. Ou ne serait-ce qu'on ne sait pas qu'on va se faire tatouer la première journée, puis là, tout à coup, il y a le 3/4 des gens qui sont surpris de ça, au même titre qu'on ne sait pas les effets secondaires et puis comment pallier à ça. Fait que moi, j'ai été chercher des radio-oncologues, j'ai été chercher vraiment il y a 107 médecins spécialistes, chercheurs, thérapeutes dans le livre. Oui, clairement, il y a de la référence là-dedans. Oui, il y a de la référence entière. Donc, j'ai pas eu peur de cogner aux portes puis de les ramener puis de les rendre accessibles à. C'est vraiment, vraiment ça. Puis comment est-ce que... Puis c'est magnifique, le mec. Ouais. Comment... C'est sûr que le fait d'être en train de vouloir créer quasiment une mission de vie avec ça, oui, c'est pendant que ça. tu le vivais, c'est sûr que ça t'a aidé à sortir du pauvre de moi, puis pourquoi ça m'arrive à moi, ce que les gens doivent vivre, puis tu as peut-être vécu aussi. Tu sais. Moi, en fait, c'est drôle, hein, parce que quand j'ai eu ce diagnostic-là, mon feeling en dedans,
Puis je me suis sentie coupable quand même. Puis ça, c'est vrai, j'en ai pas vraiment beaucoup parlé de ça. Fait que c'est bien que tu poses la question. Je me suis sentie quand même un petit peu coupable de ne pas justement me sentir victimisée là-dedans. On dirait qu'à l'intérieur de moi, je me suis jamais posé la question pourquoi moi, mais plutôt qu'est-ce que je vais faire avec ça. C'est fou, hein? Ben, c'est tellement intéressant que tu en parles parce qu'en fait, j'ai jamais... proche de moi un peu, là, mais comme directement moi, j'ai jamais passé des grosses épreuves comme un cancer ou quelque chose comme ça. Puis en fait, je me le souhaite pas, mais je me suis toujours dit, si un jour ça m'arrive, ça va être pour faire quelque chose de grand avec ça. Oui. Fait que j'avais zéro intention d'écrire un livre. Là. Ouais. Le 4 décembre 2020, là, zéro. Là. Non, moi, je voulais seulement... En fait, je ne voulais pas survivre. Là. Hein? Zéro. Ouais. Moi, je voulais vivre. Ouais. OK? Et je voulais bien vivre. Ouais. Et tu avais déjà ça à l'intérieur de toi. J'avais ça en dedans. Je me souviens d'être assise là. Puis c'est fou. Je suis sortie de là. Puis je veux dire, j'ai passé des semaines à complètement... J'en parle dans le livre. Je dis que j'ai l'air d'une biche sur le bord de l'autoroute. Tu sais, la biche là, qui est vraiment là, illuminée par les phares, là. Ou un chevreuil, OK? J'avais l'air de ça pendant un petit bout, OK? Parce que c'est un choc. On fait pas... Tu sais, il faut pas penser que c'est un conte de fées. Hein? Faut pas penser... Puis quand on lit l'histoire, là, c'est pas parce que présentement, je suis en forme puis que je fais toutes sortes de belles affaires. Premièrement, moi, je suis guérie aujourd'hui jusqu'à preuve du contraire. Demain, là, je peux avoir une rechute. Okay? Donc ça, j'ai cette conscience-là. Okay? Oui, fait que c'est vraiment, vraiment ça. Mais à cette époque-là, en fait, j'avais quand même ce feu-là en dedans. Je sais pas pourquoi. Je savais que j'allais m'en sortir, puis je savais que j'allais bien m'en sortir, mais c'est pas passif, là. Tous les efforts, c'est moi qui les ai créés par mes actions que j'ai été chercher, tu sais. Puis, moi, j'ai aucune idée, hein, ce qui a fait que j'ai passé à travers, justement, ces 33 jours de radiothérapie, ces 25 jours en salle de chimio, ces 2 opérations avec presque peu ou pas d'effets secondaires. Parce que j'ai tellement essayé d'affaires que je peux jamais dire, il n'y a pas de solution miracle. Puis moi, c'est aussi ça que je prône dans le livre, c'est que j'ai aucune idée qu'est-ce qui a fonctionné pour moi. Oui. OK? Donc, voici toutes sortes d'affaires. Puis il y a plein de choses dans le livre que j'ai même pas moi-même essayé. Puis je le dis d'emblée, hein, c'est vraiment... Mais c'est des gens c'est des réponses aux questions que les gens se posaient. Donc, j'ai été chercher des spécialistes là-dedans. Oui. Pour répondre à ces questions-là, entre autres. Mais non, je l'ai eu tough, c'est sûr, mais j'avais cette espèce de drive. Oui. Puis là, tu parles de drive, qu'est-ce qui te différencie, puis je veux pas blâmer personne, évidemment, mais qu'est-ce qui te différencie sur j'ai le diagnostic, je prends une décision, je décide de faire quelque chose de grand avec ça pour m'aider à la base, et ensuite, tant mieux, ça a créé un livre, puis ça aide des milliers de gens, c'est évident. Mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un d'autre va tomber dans une dépression ou va comme la victime ou... Ben ça dépend, tu sais. Il y a pas de réponse unique à ça, tu sais. C'est sûr que moi, mon tempérament, il est comme ça. Ouais. Tu sais, la résilience, là, il y a des super bons livres sur la résilience, tu sais. Moi, je l'ai naturellement. Tu peux avoir de la résilience acquise ou innée. Oui. Hein, en fait, là, à la base, là, puis tu peux travailler des concepts de résilience pour justement travailler là-dessus. Mais moi, c'est sûr qu'à la base, je suis consciente que j'ai cette résilience-là. Je pense avoir un certain bonheur facile. Les gens qui me connaissent quand même savent que j'ai cette envie-là. J'ai toujours été quelqu'un qui prend en charge aussi les choses. Je chiale pas. Je fais partie de la solution. OK? Ça fait partie de mon ADN. Puis c'est sûr que j'ai des facteurs, en fait, qui, d'emblée, me donnaient je me sentis responsable, en fait, d'en faire quelque chose avec ça aussi. Pour plein de raisons. Parce que, c'est niaiseux, mais juste la littératie, l'éducation, être en mesure de lire, d'avoir des connaissances pour lire des études, être en mesure de les consolider, d'avoir cette énergie-là qui n'est pas donnée à tous. Parce que, sérieusement, moi, je reconnais cette chance d'avoir cette énergie-là parce que j'en connais plein de mes sœurs puis de mes frères de cancer qui en font plein de choses. Puis que ça donne qui n'en ont pas d'énergie, puis c'est bien correct. Oui. Tu sais, puis c'est bien correct. Fait que quand je suis arrivée au constat que j'avais tous ces facteurs clés de succès, puis j'avais aussi une famille qui me soutenait là-dedans, dans tous mes projets de folie, OK? J'ai une famille qui me soutient, j'ai un réseau de contacts que j'ai développé parce que moi, là, je viens pas d'un milieu médical, là. Parce que des fois, il y a des gens qui ont des préjugés qui disent « Ah, c'est facile, elle a bien des amis qui sont là-dedans. » Non, les amis, là. Moi, là, j'ai cogné à toutes les petites portes, là. J'ai fait « Bonjour, mon nom, c'est Sophie, voici mon projet, là. » Il ne faut pas penser qu'il y a des passe-droits là-dedans, là. Absolument pas.
Mais moi, j'ai pas peur de questionner. Zéro dans la vie. Puis j'ai pas eu peur de séquestrer mes propres médecins. Des fois même de physiquement me mettre devant la porte pour les empêcher de s'en aller. Écoute, ça en est complètement débile, mais je le sais. On appelle ça de la détermination. Oui, je l'ai. Mais je sais que c'est pas donné à tous. Puis je veux pas quelqu'un qui écoute ce balado ou qui m'entende en conférence ou qui lise le livre. Puis je pense que dans le livre, c'est assez clair là, quand même. Là. Mais je veux pas qu'il se sente, en fait, qu'il ne fait pas les bonnes choses. Je veux qu'il soit, en fait, à l'aise avec comment il se sent maintenant. Tellement. Puis si maintenant, là, ça ne tente pas de faire quelque chose avec. Si plus tard, ça ne tente pas de faire quelque chose avec ça, ben c'est bien correct. Ben oui. C'est bien correct. Puis moi, ça se peut que j'aille un souci de santé où ça va pas bien aller. Puis ça sera bien correct aussi. Mais je suis juste que moi, dans ma tête, à cette époque-là, je peux juste pas rester passive. Mm-hmm. C'était une façon de reprendre un contrôle sur quelque chose que j'avais pas. Oui, tellement. Tellement. Puis bravo d'avoir fait ça, d'avoir fait un chef-d'œuvre avec un cancer en cadeau. Oui. Puis c'est vrai, je veux dire, c'est pas tous les gens qui vont vivre un cancer, qui vont s'en sortir, 2 qui vont écrire un livre, qui vont donner des conférences. Il y en a qui le vivent pour eux, puis c'est bien correct. Là, oui, exactement. Puis moi, c'est vraiment, en fait, mon livre s'appelle Un cancer en cadeau. Hein. Il a fait couler beaucoup d'encre, OK? Oui. Puis je sais que c'est pas un bon coup marketing, hein? Puis c'était pas l'intention de faire un bon coup marketing. Okay. Pourquoi, en fait, j'ai appelé ça Un cancer en cadeau? C'est que pour moi, là, ce parcours-là est teinté d'une tonne d'apprentissage. Puis moi, je les considère comme des cadeaux. Et c'est pour ça que je le dis haut et fort, un cancer, c'est pas un cadeau pour personne. Pas pour moi, ni pour toi qui accompagne quelqu'un ou qui connaît quelqu'un, ni pour un clinicien qui traite quelqu'un. Mais au fil de cette aventure-là, on en tire des apprentissages que maintenant, je considère comme des cadeaux. Puis j'ai un chapitre qui s'appelle « Mes cadeaux ». Mon diagnostic aussi est arrivé dans le temps des fêtes où j'arrêtais pas de dire « je suis un beau cadeau ». Mais c'est pour ça que ce titre-là, en fait, entre autres, est important pour moi. Puis je pense que ça vaut la peine aussi de le clarifier. Oui. Oui, absolument, parce que moi, je pense à ma tante qui est décédée du cancer du sein. Fait que, c'était pas un beau cadeau. Non, pas en tout. Mais il reste que... Tu sais, comment est-ce que tu sais, toi, t'as fait quelque chose de grandiose avec ça. Comment est-ce qu'un cancer peut devenir un cadeau? Puis comment est-ce que ça en a été un directement pour toi? Ben moi, en fait, le cancer n'est pas un cadeau, mais en fait, les apprentissages, maintenant, je considère que cette aventure-là, donc cette période donnée dans le temps, en fait, puis en fait, un cancer, ça ne finit jamais. Hein? Moi, là, présentement, là, c'est pas parce que je suis guérie jusqu'à preuve du contraire que je n'ai plus un cancer dans ma tête. Parce qu'on n'en guérit jamais. Même si cliniquement, on est peut-être en rémission, on a un trauma qui reste, en fait. Ouais, hein? Un choc post-traumatique. Moi, à chaque fois que je passe devant un hôpital où je rentre je veux dire, j'ai des souvenirs. À chaque fois que je me réveille le matin, j'ai cette conscience-là. Puis l'après-cancer, c'est une phase, en fait, qui est beaucoup... en fait, qu'on nomme trop peu. Puis on n'a plus de ressources. Nous, quand on quitte, là, on quitte les traitements actifs, là, on est abandonné par le système médical parce que, dans le fond, on n'a plus justement cette maison-là où est-ce que ça reste que l'hôpital devient ta maison. Hein? Fait que c'est une zone sécuritaire. L'après-cancer est vraiment, vraiment pas évident. En fait, vraiment pas évident. Fait qu'en fait, cet épisode, pour répondre à ta question, en fait, comment ça peut devenir un cadeau? C'est tous ces apprentissages-là. Moi, je suis beaucoup... en fait, je considère que j'ai beaucoup moins peur, OK, dans la vie. C'est incroyable comment j'ai plus peur. J'ai plus peur parce que j'ai connu la peur. Hein? Puis quand tu connais la peur, la vraie peur, t'as plus peur. Puis personnellement, un autre apprentissage, c'est tout ce qui est lié au stress. Il n'y a pas un stress plus grand que celui de risquer de perdre sa vie. Tellement. Moi, je relativise tout maintenant. Oh mon Dieu! Puis je donne une conférence qui s'appelle « Le stress, apprendre, comprendre et s'outiller pour agir ». Puis j'adore la faire parce qu'en gros, ce que c'est beaucoup tous ces apprentissages-là de techniques qui contribuent au bonheur, bien-être et vitalité que je mets en lumière. Donc la partie 3 justement de mon livre, entre autres. Donc beaucoup de faits saillants, je donne ça en entreprise ou des fois en conférence d'ouverture, de fermeture et tout ça. Puis c'est très... Je l'amène avec beaucoup de divertissement, beaucoup de je veux dire, c'est pas plate, là. Pas du tout plate, là. C'est clair que t'écoutes en conférence, ça doit pas être plate. C'est pas plate du tout. C'est pas triste, là. Il y a personne qui pleure et tout ça. Mais c'est une façon, justement, d'outiller les gestionnaires, les entrepreneurs, les équipes, justement, à vivre avec un stress. Parce que, justement, tu sais, moi, je l'ai vu, le mammouth, comme dirait Sonia Luplain.
je l'ai vu justement, cette menace-là qui était vraiment de très près. Fait que ma gestion face au stress, ça te permet aussi de redéfinir. Un autre beau cadeau, c'est que ça te redéfinit tes amitiés, ça redéfinit tes choix. Parce que tu revis après. Quand tu as la chance puis le privilège de pouvoir poursuivre ton aventure post-cancer, parce que ça, je suis extrêmement reconnaissante de ça. Puis j'en ai des amis en stade 4 qui ont pas ce privilège-là et que je côtoie tous les jours. Là. Je sais c'est quoi. Je ne saurais pas c'est quoi parce que je peux pas dire que j'ai la prétention d'être dans leurs pantalons, mais ça reste, ou dans leur tête. Je veux dire. Mais ça reste que j'ai pu redéfinir en fait mon statut familial, j'ai pu redéfinir certaines amitiés, j'ai fait le ménage au sens propre, au sens figuré, j'ai déménagé, tout ça bien justement avec le fait que j'ai moins peur, hein? C'est ça aussi. Mais il y a comme une no bullshit zone en fait qui arrive dans la vie et ben ça fait que présentement même, j'ai redéfini ma carrière parce que là, je suis vraiment travailleur autonome. Je suis entrepreneur à 100%. Je veux dire, à 100%, là, 100%, c'est fou. Je veux dire, jamais, pour une fille en milieu corporatif qui avait son bureau au 7e nord du 632, du Saint-Jacques à Montréal, là, je veux dire, c'est fou, là. Je veux dire, jamais j'aurais pensé ça, le 10 ans, tu sais. Puis, pour moi, c'est ça, ces cadeaux-là, que j'en tire, entre autres. Puis plein d'autres, là. Oui. Mais ceux-là, j'en tire beaucoup. J'apprécie tellement. Tu sais, chaque matin, parce que moi, c'est pas parce que je faisais plein de trucs qui contribuent à mon bonheur, bien-être et vitalité en tant que CEO de ma santé, PDG de ma santé, là, ben ça fait qu'à chaque fois que j'avais de la chimiothérapie, là, le mercredi, ben le jeudi, je me réveillais puis je savais pas pantoute comment ça allait aller. Hein? Fait que de revivre, en fait, chaque jeudi pendant 25 jeudis, ben ça aussi, tu sais, j'apprécie. Quand je vais faire un cours de yoga, puis j'ai la force, en fait, de pouvoir faire un chien tête en bas ou un petit cobra et de descendre, ben je remercie mon côté droit qui a été opéré d'avoir regagné cette force-là. Tu sais, j'ai cette conscience-là que j'aurais jamais eu sinon. C'est fou quand même que les gens doivent se rendre. Puis, tu sais, moi, je suis super... Je comprends ça depuis très longtemps, même si j'ai pas vécu des grosses épreuves tant que ça. Je comprends ça depuis longtemps, tu sais, la gratitude de me dire tous les matins, tu sais, je suis en vie, j'ai la chance de, puis je peux aller m'entraîner. Puis je me rappelle, écoute, il y a 3 ans, j'étais en voyage, puis je me promenais en 4 roues à 10 km/h dans une randonnée. Mais bref, je me promenais en 4 roues, tu sais, puis j'étais comme... Mais c'est fou à quel point les gens se rendent pas compte que d'avoir une force de faire du 4 roues, d'aller faire de la plongée, c'est pas donné à tout le monde, tu vas pas toujours l'avoir, peut-être que non, peut-être que la maladie, tout ça. Fait que c'est triste quand même de voir que les gens doivent se rendre, puis merci de partager ton message, mais qui doivent se rendre à la maladie, souvent au décès de quelqu'un pour faire comme « Oh, wow, ma vie est importante, j'avais oublié. » Tu sais, on sait pas qu'est-ce que demain nous promet. Puis je suis comme « Mais c'est comme ça depuis toujours. » Tu sais, c'est fou, triste de voir que les gens attendent que eux ou leurs proches vivent ça pour se rendre compte à quel point la vie est précieuse puis est fragile aussi. Ben oui, puis c'est sûr que ça, c'est vraiment, c'est ça, c'est des situations extrêmes, puis ça peut être un décès, ça peut être, des fois, il y en a qui perdent leur emploi, puis là, tout à coup, ils se rendent compte qu'un emploi, dans le fond, n'est pas ta vie, mais fait partie de ta vie. Exact. Okay? Donc, cette nuance-là, c'est important aussi de le nommer. Tu sais. Puis ça, je trouve ça drôle. Des fois, comme les Français, ils disent « je fais médecin ». Ils disent pas « je suis médecin ». Mais ça, c'est une grosse différence entre les deux. Tu n'es pas ton emploi. Sur l'identité, tellement. Oui, tu n'es pas ton emploi. Tu es une humaine, OK, qui s'adonne, qui fait telle affaire. Donc, arrêtons aussi de se définir par ce qu'on fait, tu sais, mais plutôt par ce qu'on est. Puis, mais c'est tout, en tout cas, puis je suis pas du tout une Dalai Lama. Moi, je suis rien, hein. Je suis juste une curieuse. Je suis pas spécialiste en rien. Je suis pas une naturopathe. Je suis pas une ostéopathe. Je suis pas une patte de ce monde. Je suis pas une coach. J'en serai jamais une. Je suis juste une humaine qui a envie de transmettre son parcours. Puis c'est ça que j'ai envie dans la vie. Et tu le fais très bien. Oui, j'aime ça. Merci de le faire. C'est tellement important. On sait jamais la vie de qui on va impacter. Tu sais, avec une conférence, avec un podcast, avec un livre. On sait jamais, tu sais, de donner de l'espoir à quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il a un cancer, autant qu'à une famille qui est comme, ben nous, on a envie d'être libre, on a envie de partir au Portugal, mais tu sais, comme, comment ça se fait? Comment est-ce qu'on peut faire ça? Fait qu'en fait, tu donnes, de par ta curiosité, tu donnes beaucoup d'outils et d'espoir aussi que c'est possible d'être libre et de vivre ses rêves. Ben vraiment. Puis tu sais, ça change concrètement la vie. Je vais donner un exemple. Moi, lorsque j'ai eu ce diagnostic-là, le 4 décembre, aussi, tu sais, j'ai posé la question, est-ce que j'allais perdre mes cheveux?
Puis là, la première chose qu'on m'a dit, puis c'est drôle parce que j'ai le verbatim aussi dans le livre, là, tel quel, hein, parce que moi, j'avais tout enregistré aussi. Pour vrai? Oui, j'ai le verbatim vraiment. Puis la médecin qui était adorable m'a dit, on a trouvé des solutions à tout, mais pas à la perte de cheveux. Et là, moi, je me dis, mais justement, ça se peut pas. Si on est capable de greffer des visages, OK? Puis on est capable d'envoyer du monde sur la Lune, je veux dire, je peux pas croire qu'il n'y a pas un humain qui n'a pas pensé à trouver une solution pour sauver les cheveux des femmes en chimiothérapie. Tellement. Puis moi, les cheveux, il y a deux façons de le voir, hein? Parce qu'il y en a qui sont hyper contents de les... Ben, en fait, pas vrai. Personne n'est content de les perdre, OK? Mais qui voient ça comme une libération, puis qui l'assument, puis qui sont contents avec ça, comme une nouvelle phase, comme un rituel, en fait. Absolument. Puis ça, c'est super. Mais pour d'autres personnes, c'est pas évident. Puis moi, je faisais partie de la catégorie des autres personnes qui n'étaient pas évidentes, puis je l'assume aussi. Puis oui, je suis coquette, mais ça fait partie de mon identité. Puis au-delà de ça, j'avais envie de préserver cette image-là de femme malade, parce qu'on s'entend aussi qu'on a ce stigma-là, hein, dans notre cerveau. On imagine une cancéreuse, pas de cheveux sur le coco. Oui. OK? Puis aussi, là, le défi d'être rasé, là, c'est cute, là, mais c'est tête rasée. Il y a une différence entre l'alopécie, donc ne pas avoir de cheveux, et une tête rasée. Hein? Ça aussi, là, c'est une différence entre les deux. L'alopécie, là, c'est que moi, j'ai perdu aussi mes cils et mes sourcils, là, mais c'est sûr que ça paraissait moins parce que j'ai réussi à conserver mes cheveux, mais on va y arriver. Mais quand tu n'as pas de cheveux du tout, induit par de la chimiothérapie, c'est pas le défi d'être rasé avec les cheveux rasés, OK? C'est pas la même affaire. C'est plus de cheveux. C'est plus de cheveux, OK? Donc, moi, je voyais ça, puis j'avais envie de préserver, justement, entre autres, mes enfants de cette image-là, parce que moi, profondément, je me sentais pas malade, là. Moi, je suis rentrée, là, comme une femme en santé, puis je suis repartie 15 minutes plus tard, bien, une demi-heure plus tard, avec un diagnostic de maladie grave, là. Mais moi, physiquement, là, j'étais à même, là. Je veux dire, j'étais pas plus mince, pas plus grosse, pas plus défaite. J'avais pas mal nulle part, là. C'est incroyable comment c'est pas évident. Et ça pour dire que ça, c'est un bon exemple qu'on a dans le livre. Puis, tu sais, quand tu nommais justement de l'impact sur les gens, bien, j'ai fini par trouver qu'il existe une technique de vasoconstruction, via des casques réfrigérants qui permettent de garder tes cheveux, en fait, malgré la chimiothérapie. On remercie ta grande curiosité. Ben voilà! Puis moi, j'ai pas la prétention de dire que j'ai inventé ça, là. Pas du tout. Ça fait 30 ans que ça existe en Europe, là. Ça n'a aucun sens. Aux États-Unis, c'est implanté dans plein de centres hospitaliers. Puis au Québec aussi, c'est pas moi qui ai amené ça, pas en tout, parce qu'il y a différents hôpitaux. On pense à Saint-Sacrement, à Gatineau, le Gardeur, qui l'offraient déjà, en fait, via leur fondation, qui le rendait accessible à leurs patients. Mais malheureusement, notre système hospitalier n'est pas tout à fait adapté. Donc, en fait, le principe d'un casque réfrigérant, c'est qu'on met ça sur notre tête avant, pendant et après la chimio, mais pour une durée minimum de 3-4 heures, des fois 5, des fois 6, parce qu'il faut laisser le temps à la chimio de partir de notre corps, en fait. Et malheureusement, en centre hospitalier au Québec, ben après 1 heure et demie, on t'invite à retourner à la maison. Donc, ça ne prend pas un grand MBA là, ou un doctorat pour comprendre que ta chimio est encore active. Donc, c'est pour ça que les résultats étaient peut-être un peu moins bons au Québec. Et même, c'est pour ça aussi que le personnel hospitalier même essaie de taire ça et de ne pas l'inclure. Mais et ça leur donne plus de travail aussi de garder un patient 5-6 heures. Oui, exactement. Mais ce qui est bon à savoir, justement, grâce à cette curiosité légendaire et cette tête de cochon, comme dirait ma mère, ben, j'ai fini par poser des questions puis d'arriver justement à la rencontre de Sophie Truzel-Ménard, qui est une femme extraordinaire qui a fondé l'organisme Garde tes cheveux. Puis quand je dis l'organisme, c'était elle et elle-même, OK? Donc, c'était pas une grosse affaire. Donc, je me suis joint à elle aussi pour faire connaître cette technique-là. Parce que cette technique, c'est bon, il faut qu'on en parle. C'est que c'est accessible à tout le monde, OK? À tout le monde. On peut le commander à travers le Québec. Nous, on a accompagné des gens, puis on a formé l'hôpital de Rimouski au même titre qu'il y a des gens en Gaspésie. Moi, je l'ai fait moi-même en Gaspésie, hein? Parce que j'étais, durant la COVID, comme tous les bons Québécois, j'ai passé un été en Gaspésie. Donc, je l'ai fait à l'hôpital, donc à Chandler puis à Gaspé. Puis au Saguenay, il y a des gens de partout, parce qu'on le commande de façon indépendante et on l'utilise de façon indépendante. Après ça, il y a des coûts qui sont liés à ça. Puis moi, j'aimerais beaucoup ça qu'éventuellement, ça soit couvert par la RAMQ, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc, certains assureurs privés couvrent une partie des dépenses. Donc, ils laissent le choix entre une prothèse capillaire ou l'usage du casque. Ça aussi, c'est intéressant à savoir. Puis, ben, on travaille très fort à l'organisme Garde tes cheveux pour créer justement des fonds de soutien. Fait qu'on cherche des partenaires. Donc, s'il y a des entreprises qui veulent soutenir, donc créer justement ces fonds de soutien pour permettre à des femmes
de conserver leurs cheveux malgré la chimio, ben ça, c'est notre grand rêve en tant qu'organisme. On veut créer ces programmes de soutien. C'est super important pour rendre accessible quelque chose qui est techniquement accessible, mais pour certaines femmes, qui est financièrement difficile. Oui, parce qu'il n'y a pas juste le casque à payer, il y a tous les autres enjeux que tu parles dans le livre, mais tu sais, ne serait-ce que le stationnement de l'hôpital auquel tu dois aller à chaque semaine. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui a beaucoup d'argent de côté au cas où il y aura un cancer, ou qu'il y a des assurances, ou tu sais, en tant que travailleur autonome, tu apprends que tu as le cancer demain matin. Bonne tu chance! trouves pas ça drôle, là? Moi, la plus grande chance que j'ai eue, parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas d'assurance à la ruche non plus, entre autres. Mais moi, la chance que j'avais eue, c'est que j'avais pris justement à 33 ans une assurance maladie grave puis une assurance invalidité longue durée. C'est pour ça que je me suis donné la peine d'écrire un chapitre dans mon livre sur prendre soin de sa santé financière. Parce que ne serait-ce que si je suis capable de communiquer ça, puis j'ai été chercher 2 experts dans le livre, OK, qui, justement, des experts en sécurité financière, sont venus expliquer c'est quoi justement la différence entre ces produits-là à haut niveau. Oui. Ils vendent rien, là. Ils font juste expliquer. OK? Oui. Donc, de là l'importance, parce que justement, une des raisons pour lesquelles j'ai pu justement essayer toutes sortes d'affaires, c'est que bien sûr, j'avais cette assurance-là qui on s'entend, qui m'a sauvée. Mais outre ça, j'ai eu la curiosité d'aller voir des organismes. Puis ça aussi, j'invite les gens de ne pas avoir peur d'aller vers les ressources. Oui. Parce que moi, j'ai travaillé longtemps en direction de marque, alliance stratégique, en philanthropie. Donc, c'était moi qui donnais des sous à ces organismes-là. Mais là, pour la première fois de ma vie, j'en ai bénéficié de ces services-là. J'ai été cognée à la Fondation québécoise du cancer. J'ai été cognée au Centre Se reconstruire. J'ai bénéficié de la Fondation Virage, de tout ce qu'il y a sur place. Donc, ça aussi, j'aimerais ça que les gens qui nous entendent aujourd'hui, qui pensent pas, en fait, qu'entre autres, tout ce qui est dans le livre vient avec un signe dessous. Parce que quand on décortique justement la partie 3, donc les 100 choses qui contribuent au bonheur, bien-être et à la vitalité, il y a plein d'affaires, qui sont complètement gratuites. La cohérence cardiaque, je veux dire, entre autres, c'est un outil qui est puissant, en fait, qui n'a rien à voir avec le cœur, mais plutôt avec le souffle. OK? Ouais. Il y a des outils... Je parle du Ho'oponopono aussi, du pouvoir de la guérison. Puis plein d'affaires, en fait, qui coûtent 1, 0 $. Et 2, quand je parle, exemple, de l'acupuncture, ben les gens ne le savent pas, mais la Fondation québécoise du cancer offre de l'acupuncture à même leur centre de soins, entre autres, à Montréal. Donc, ou à Primodique, des fois, c'est 25 $ la séance. Même chose, je pense qu'ils l'ont ouvert à Québec. Même chose pour la massothérapie. Des fois, on se dit, mon Dieu, écoute, ça coûte cher, la massothérapie en oncologie. Oui, définitivement. Et les fondations l'offrent gratuitement ou à 25 $, 20 $. Ça vaut la peine. Donc, absolument. Il faut oser, en fait, aller se faire du bien. Tellement. Ouais. Tellement. Puis c'est important d'en parler parce que, je veux dire, quand j'imagine que tu perds des forces quand tu apprends un diagnostic comme ça. Fait que, tu sais, ton envie de partir à la guerre, de faire, bon, je vais trouver des ressources. C'est pas la même chose que quand tu décides de partir une entreprise. Tu sais, tu vas vers un projet. Mais là, quand c'est toi qui subis un diagnostic, j'imagine que c'est pas la même force d'aller vers des ressources et tout ça. Fait que bravo d'en parler. C'est ça. Puis moi, j'aime ça que t'en parles parce que c'est exactement pour ça que j'ai créé ce livre-là. Parce que, je reviens encore avec ma joke en disant que c'est bien une folle au Québec qui est capable de faire ça, c'est moi, OK? Mais c'est pas si fou que ça, mais c'est un peu ça, tu sais. Donc là, je l'ai créé parce que je le sais quand j'ai des sœurs puis des frères, justement, de cancer qui ont un diagnostic, ben on est sur le derrière. Ouais. On est sur le derrière, puis on n'a pas le temps d'aller. Fait que moi, ce que j'ai fait dans ce 634 pages, qui est l'outil le plus complet de référence en oncologie. Et le plus vendu sur Amazon en français. En oncologie, écrit par un PhD en plus. Exact. Okay? Fait que ça, c'est important. Ben, je me suis dit comment les gens peuvent aller tout droit à l'essentiel. Et chaque rubrique, il y a une section ressources pour aller chercher les ressources, en fait, pour justement qu'ils ne perdent pas de temps à faire les pages jaunes. Ça existe peut-être même plus encore, les pages jaunes, je sais plus. En tout cas, c'est un vieux commentaire. À faire Google. Google, absolument. Puis, avant de passer à ces cartes magnifiques, dis-moi, Fondation Garde tes cheveux, c'est quoi votre vision avec tout ça? Parce que dans les prochains mois, j'ai l'intention de m'impliquer. Je me suis impliquée un petit peu avec une levée de fonds, mais j'ai un autre projet qui s'en vient, que je vais vous parler bientôt. C'est quoi votre vision sur 5, 10 ans, 20 ans, peu importe? Bien, en fait, ce qu'on aimerait beaucoup, là, j'ai parlé tout à l'heure des programmes, en fait. Ces programmes-là, c'est super. Il y a la notion aussi de changer les façons de faire, OK? Mais pour changer les façons de faire, ça passe par l'éducation, OK? Donc, former des cliniciens, c'est super important. L'année passée, donc en 2023, on a lancé le site web gardetecheveux.org, qui a été un travail
colossal, OK? Incroyable, grâce au soutien, entre autres, financier de plein d'organisations, comme je pense à Hypercroissance, avec Cléo, qui est sur notre CA. Il y a Boléan qui a travaillé là-dessus. Il y a d'autres aussi donateurs d'un gouvernement du Québec aussi qui nous a donné un petit coup de main, mais on a quand même, à coup de jus de bras, créé ce site-là. Et il y a une partie qui s'appelle pour les professionnels de la santé. Donc, si on veut vraiment rendre l'information accessible à la source, on veut vraiment focuser, en fait, au cours des prochains mois, sur cette formation-là en milieu hospitalier, parce qu'il y a beaucoup de mythes et de mauvaises informations qui circulent. Et nous, on veut justement aller clouer sur le clou de l'information. C'est hyper important. Et les programmes de soutien. Fait que vraiment, c'est informer, c'est très important, dans le fond. Aussi soutenir, parce qu'on a une communauté, donc un groupe de discussion aussi pour les femmes et les hommes, en fait, parce qu'il y a des hommes, en fait, qui utilisent aussi le casque. Qui, donc, vraiment de soutenir. On veut créer des maillages aussi entre les gens, puis ces programmes-là. Donc, c'est vraiment ces 3 piliers-là. En tout cas, on compte sur tout le monde. Absolument, absolument. Mais vous pouvez compter sur moi. Je serai là pour différents projets. Merci tellement. Alors, en terminant, Sophie, une carte de la compagnie Ubu qui a fait une campagne sur la ruche, d'ailleurs. Oui, absolument. Et celle-là m'attire. Moi, j'aime ça. Oh! Qu'est-ce que vous n'avez jamais osé faire et que vous pourriez commencer maintenant? Et ça, là, je ris tellement. Je pense à mes sœurs de sein et de casque, là, Cléo, Sophie et Jasmine, qui n'arrêtent pas de me dire « partir en voyage sans ton ordinateur ». J'ai tellement hâte qu'ils écoutent cet épisode, OK? Je ne sais pas si je serais capable de le faire. Je m'assume, j'ai une cyberdépendance. Je me sens pas bien. Je vis de l'anxiété quand je suis pas technologiquement proche de mes outils. C'est fou, hein? Fait que moi, ce défi-là pourrait peut-être se traduire en une journée ou une fin de semaine. Ben, je te lance au défi. Vraiment. Ça, je suis honnête, là. Je viens comme d'assumer publiquement quelque chose que je trouve vraiment super difficile. Vraiment. Ben, en tout cas, je te confirme que j'ai parlé d'un projet avec Cléo. Oui. Et si jamais t'embarques dans ce projet, qui est aussi pour la Fondation Garde tes cheveux, tu n'auras pas accès à ton ordinateur. Pour quelques jours. Bon, alors, tu vois. Alors voilà. Puis nous, c'est pas arrangé avec la fille des vues. Non, pas du tout. C'est pas arrangé avec la fille des vues. Peut-être. En tout cas, j'accepte le défi. Je sais pas c'est quoi, mais j'accepte tout de suite le défi. Merci. Merci beaucoup, Sophie. Merci pour ta grande curiosité. Puis je trouve ça beau, tu sais, parce que souvent, les jeunes filles qui ont des têtes de cochon, on leur dit, tu sais, sois douce, sois gentille, tout ça. Puis j'ai l'impression que les gens autour de toi t'ont encouragé à garder cette grande force-là pour devenir maintenant une grande femme qui fait de très beaux projets avec les cadeaux qu'elle reçoit. Merci tellement. Puis suivez-moi aussi sur LinkedIn ou sur les médias sociaux de Bébé Jetlag ou Un cancer en cadeau. Absolument. Merci. Sophie. Alors, quelle grande rencontre. Moi, j'adore vraiment l'histoire de Sophie. Son énergie me rejoint beaucoup, énormément. Vraiment, je l'écoutais parler, puis j'étais comme, oh mon Dieu, elle est vraiment géniale. Puis elle a parlé beaucoup de résilience, sans nécessairement toujours mentionner le mot résilience, mais je pense que c'est beaucoup une histoire de résilience, qu'est-ce qu'elle a raconté. Puis il y a eu un moment où elle a parlé de résilience innée, de résilience acquise, qu'il y a beaucoup de gens, bien sûr, qui naissent ou qui ont naturellement de la résilience, qui sont super persévérants, super déterminés. Puis j'ai aimé ça quand même qu'elle amène aussi l'aspect que de la résilience, ça peut se créer. Ce serait quoi, justement, une des belles façons, ou il y a plusieurs façons, je suis sûre et certaine, mais selon toi, il y a quoi comme bonne façon de se créer de la résilience au quotidien? C'est une excellente question, mais je trouvais ça intéressant qu'elle nomme ça, qu'il y en a que c'est inné. Tu sais, je me suis déjà posé la question, as-tu du monde qui naissent de même? Tu sais, puis il reste qu'il y a des gens qui vivent des grosses expériences de vie jeune, tu sais, la mort d'un parent ou une tragédie, un accident, quelque chose comme ça. Puis je pense qu'un enfant à 5-6 ans qui doit devenir adulte rapidement, tu sais, a une plus grande résilience que un enfant qui a pu vivre sa vie d'enfant puis qui a pas eu trop d'enjeux. Mais tu sais, de la résilience, je pense que ça se bâtit au quotidien sur des nouvelles décisions, sur à quel point je prends soin de moi, puis de la résilience, c'est, je sais pas c'est quoi la définition exacte, mais tu sais, c'est de choisir de prendre la vie du bon côté, je pense, puis de faire comme, tu sais, Sophie parlait, moi, j'ai envie de faire partie de la solution, tu sais. Fait que quand tu as une mentalité de chercher c'est quoi la solution, c'est quoi la stratégie, à quoi ça me sert, puis se poser des bonnes questions, fait que ça revient à
se poser la question le soir, à quoi j'ai contribué, qu'est-ce qui m'a rendu heureux aujourd'hui, puis qu'est-ce que je peux faire de mieux demain, puis partir ta journée avec la routine matinale sur, comment est-ce que je peux surmonter tel truc, quelle est la part qui m'appartient vraiment au niveau de mon leadership, comment est-ce que je peux être mon propre leader. Fait que je pense que c'est au quotidien, comme la plupart des choses, c'est un muscle, ça se bâtit. Il y a des gens qui ont été obligés de devenir résilients rapidement. Moi, je l'ai bâti parce que comme je le dis souvent, j'ai pas eu de gros défis. Fait que je pense que je l'ai bâti. Je suis pas née comme ça. Je l'ai bâti avec le temps. Fait que c'est des choix au quotidien sur quand il arrive quelque chose. Est-ce que je choisis d'être dans le problème ou de faire partie de la solution? Je pense, comme elle a dit. J'aime ça, question de choix. Une petite question légère, je sais à quel point tu aimes voyager. Puis elle a amené aussi tout l'aspect de les Québécois, ils se rendent pas nécessairement, les Québécois, les gens, la plupart des gens en général se rendent pas compte à quel point c'est génial voyager, d'être dans la gratitude de hey, je suis ailleurs, j'ai l'occasion de découvrir. Elle, c'est vraiment ça, voyager, c'est découvrir des nouvelles façons de vivre en fait. Puis moi, je serais curieuse de savoir, c'est quoi pour toi voyager? Ah, mais quelle bonne question! Quelle bonne question. En fait, pour moi, voyager, il y a une citation qui dit voyager, c'est vivre. Puis je comprends pas, je peux comprendre financièrement des gens qui choisissent de pas voyager parce que je veux dire, si tu mets 5 piastres par jour ou par semaine de côté, au bout d'une vie, tu vas pouvoir faire au moins un voyage, j'imagine. Mais il reste que c'est tellement une découverte de moi-même parce qu'en fait, en voyage, on est souvent confronté en tout cas pour moi, à être toute seule, à vivre des expériences différentes, à goûter des nouvelles choses, à voir des nouvelles choses. Fait qu'en fait, c'est une expansion de ce qui devient possible, tu sais. Parce que souvent, quand tu vas voir dans les autres pays qu'est-ce qu'ils font, t'es comme, ah, mais je préfère ça pour mon entreprise, je préfère ça pour ma vie, tout ça. Puis il y a des pays qui sont beaucoup plus en avance que nous, il y en a d'autres que non. Mais c'est beau de voir tout ça, tu sais. On a été à un voyage solidaire l'an passé en Afrique. Puis, tu sais, moi, je trouvais ça beau de voir aucun parent chialer après leur enfant. Tu sais, comme le seul chialage qu'on a entendu, c'est au retour dans l'autobus vers l'avion. Oui. Tu sais, comme « Arrête de chialer, arrête de courir! » Puis j'étais comme « Oh mon Dieu, ça faisait 2 semaines, j'avais pas entendu rien qui ressemblait à ça. » Parce que les enfants, ils font juste être toute la journée. Puis on a ils courent, puis ils tombent. C'est comme ça qu'ils se couchent le soir. Ils tombent de fatigue. Puis je trouvais ça beau, tu sais. Fait puis ça veut pas dire qu'il faut faire ça avec les enfants. C'est juste, eux font ça comme ça. Fait que pour moi, voyager, c'est ouvrir sur le monde, sur qu'est-ce qui peut être possible. Puis ça me donne des nouveaux choix. Ça me donne des nouvelles perspectives. Ça veut pas dire que je vais faire ça. Ça veut juste dire ça, c'est une nouvelle option. Fait que c'est comme sortir du cadre de qu'est-ce qui est possible et que tout devient possible. Pour moi, c'est ça, voyager. J'adore ça. Une nouvelle option. Moi, je retiens ça.